Monsieur, Bonsoir. Monsieur Belaïch, vous nous entendez? Votre micro est coupé, je crois. Bonsoir. Bonsoir, oui. Monsieur Belaïch. Bonsoir, vous pouvez m'appeler Guy, hein, c'est plus simple. Très bien. Bonsoir, merci d'être là. Donc pour la 6e semaine des éditions du vrai Ségur de la santé. Ce soir, on parle de l'organisation de l'offre de soins. Oui, donc, à l'hôpital. À l'hôpital, super. Donc vous êtes gastro-entérologue? Oui. Hospitalier. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir libéré de votre temps. On a beaucoup de chance de vous avoir ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Et vous aurez Pardon, excuse-moi, Éléonore, vous aurez une session qui sera co-animée avec plusieurs professionnels de santé. D'accord. Donc, Éléonore, je te laisse te présenter peut-être. Oui, alors moi, je suis Éléonore, infirmière en santé mentale. Je suis intervenue et maintenant, je présente parce que j'étais disponible ce soir. Il y aura Karine aussi qui va nous rejoindre pour la présentation. Je suis là, c'est bon. Et Cécile Rouillère, je suis une consoeur de votre bassin de population. Je travaille à l'hôpital de Saint-Denis. Voilà. Ah, pas très loin. Infectiologue et infectiologue. Je suis pas dans le même groupement hospitalier de territoire que vous, mais proche. Non. Oui, dans l'autre GHT. Voilà. Moi, je me présente rapidement. Donc, Dr Karine Palardi, je suis médecin du travail en service interentreprise en Vendée. Voilà. D'accord. Enchantée. Enchantée aussi. Donc, vous aviez prévu des supports numériques, il me semble? Oui, que je peux passer, ou sinon je peux parler comme ça, à la volée, comme vous voulez. Comme vous préférez. Effectivement, où on souhaitait vous interroger sur l'organisation des soins et notamment le groupement hospitalier de territoire. Oui. Donc, faire les constats de ce qui va et de ce qui ne va plus. Oui. Alors moi, j'ai la chance ou la malchance d'être depuis 30 ans hospitalier. Donc, j'ai vécu l'hôpital au début où il y avait un directeur, des directeurs adjoints, puis des médecins, et il n'y avait pas tout ce millefeuille du GHT. Et donc, c'était beaucoup plus simple, la communication était plus simple puisqu'on allait voir directement le directeur pour parler directement au directeur quand on avait des besoins de matériel, on avait une commission du matériel. Et là, il y a tellement de millefeuilles qu'on ne sait plus, on se retrouve plus du tout sur la santé, et ce qui fait qu'en fait les médecins, les infirmières et tout ça, on ne sait plus à qui parler, et on voit très bien que tout le monde est perdu dans cet hôpital qui devient, c'est même plus un hôpital, c'est un groupement hospitalier de territoire. Alors pour refaire un petit peu le point, je voulais revenir sur ce que c'était que le GHT, pour ceux qui ne savent pas. Alors, le GHT, en fait, c'est Groupement Hospitalier de Territoire. Ça vient de la loi HPST. Alors, moi, j'ai un peu vécu à l'hôpital, donc j'ai fait beaucoup de choses à l'hôpital. J'ai été assistant, puis PH, j'ai fait chef de pôle. J'étais membre du rectoire, pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'expliquerai ce que c'est que le directoire et tout ça, et j'ai même été membre du comité du GHT. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans le truc, et j'ai abandonné tout parce que je voyais que ça servait plus à rien de faire tout ça, et donc je vais expliquer pourquoi pour moi l'hôpital devenu un monstre, et les groupements de territoire, en fait, sont là pour faire des économies et plus pour soigner les patients. Voilà. Alors, c'est quoi la loi HPST? C'est une loi qui a été promulguée en 2009 par Madame Bachelot, qui était ministre de la Santé, pour ceux qui s'en rappellent, et qui à l'époque, a promulgué cette loi.
et qui a été repris par le Parti socialiste, après par le gouvernement socialiste qui a continué à vouloir continuer cette loi. Alors pourquoi cette loi? Alors c'est une loi qui comprend 133 articles, 310 textes d'application, 8 ordonnances, et qui normalement devait moderniser l'hôpital. C'était le but. Et en fait, permettre l'accès de soins à toutes les personnes. C'était ça l'idée. Et en mettant l'accent sur la prévention, sur l'organisation de territoire, puisque en fait les hôpitaux se regroupaient sur un pôle et permettaient en fait de trouver les médecins, tous les médecins dans le territoire de soins. Alors, ce qu'ils ont oublié dans tout ça, c'est, dans l'offre de soins, c'est la complicité entre la médecine de ville et les cliniques dans les alentours et l'hôpital. L'hôpital est devenu en fait, la médecine est devenue hospitalo-centrée. Et en fait, on ne voit plus du tout, on n'a plus cette relation qu'on avait souvent à l'époque. Moi, je me rappelle parce que j'ai fait depuis 30 ans, j'avais la relation avec les médecins de ville, avec les médecins spécialistes. Et en fait, les médecins spécialistes se sont regroupés aussi dans des médecines de territoire avec des cliniques privées. Et l'hôpital est devenu un hôpital regroupé sur lui-même, avec un directeur principal du GHT, un comité de soins, un directoire dans chaque hôpital qui comprend des médecins et des directeurs, et des chefs de pôle qui sont des médecins qui dirigent en fait, ou qui dirigent pas en fait, certains secteurs, regroupant certains pôles de médecine. Par exemple, on peut retrouver le pôle MUR, qui est le pôle MUR, c'est marrant, mais c'est le pôle médecine, urgence, réanimation. Il y a les pôles chirurgicaux, et en fait, tout ça, c'est un melting pot, et en fait, on n'y comprend plus rien. Et quand, par exemple, on veut avoir du matériel, on ne sait pas à qui s'adresser. Voilà. Alors, qu'est-ce qui aurait été positif dans la loi? C'était en fait, c'était l'autofinancement de l'hôpital. C'est ça qui était le point positif. Si on avait un point positif à retenir sur cette loi, c'est que l'hôpital pouvait s'autofinancer grâce à cette fameuse T2A, la tarification à l'activité, qui permettait en fait de rentabiliser la maladie. Et en fait, chaque malade avait un point indice, comme on a un point indice sur chaque véhicule ou chaque chose. Et en fait, on avait une cirrhose qui valait tant d'argent, une prothèse de hanche tant d'argent. Et en fait, grâce à cet argent qu'on avait en bénéfice, on permettait après de pouvoir créer des recettes, et grâce à ces recettes pouvoir se payer du matériel ou se payer les infirmières, les médecins, créer des postes, etc. Mais en fait, non, c'est pas ça du tout, puisque en fait, cette T2A est devenue à 100%, et en fait, l'hôpital s'est endetté, parce qu'en fait, on n'a pas l'argent, on n'a pas assez d'argent en fait, et on n'a pas réussi à l'hôpital à faire ce que font les cliniques, c'est-à-dire faire de la performance à l'activité, parce que la clinique en fait, elle utilise en fait, elle fait par exemple beaucoup d'ambulatoires, parce que maintenant je travaille aussi dans clinique depuis 2 ans, et je vois par exemple, elle s'est auto-centrée sur un pôle d'activité. Elle ne fait que les malades les plus faciles, entre guillemets. Il y a moins de malades compliqués. S'il fait que les malades, ils restent moins longtemps à l'hôpital, moins longtemps à la clinique, c'est de l'ambulatoire, et en fait, c'est des malades qui rapportent plus qu'ils ne coûtent. Et l'hôpital, en fait, les malades sont plus âgés, il y a beaucoup de gériatrie, il y a beaucoup de malades compliqués, et en fait, les malades coûtent beaucoup plus cher qu'ils ne rapportent. J'aime pas le mot rapporte et coûte, mais on est obligé de parler de ça dans la loi HPST et dans la loi de la T2A, en fait. Et c'est ça qui pose problème.
Est-ce que vous avez Si je peux me permettre d'intervenir, docteur. Oui. Donc, en fait, l'intention initiale, elle était bonne, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'était que cette loi HPST devait amener une modernisation, un accès aux soins à tous, une offre de soins voilà, développée, et puis une prévention présente. Ce qui n'a pas fonctionné, enfin, ce qui aurait permis que ça puisse fonctionner, pour vous, ça aurait été quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place ou Oui, on aurait pu peut-être laisser la main plus aux médecins et moins de faire moins de l'administration centrée. Comme par exemple dans certains hôpitaux à Valenciennes, parce qu'il y a le cas de l'hôpital Valenciennes où ils sont beaucoup moins de directeurs et beaucoup plus de médecins dans les instances, ce qui fait qu'en fait ils s'autogèrent en fait. Et en fait on n'a jamais eu la gestion les médecins. Moi quand j'étais chef de pôle on m'avait promis que si je faisais des performances et notre pôle était très bénéficiaire et en fait on renflouait les caisses des pôles non déficitaires. Et en fait on n'a jamais pu s'autogérer. Voilà. D'accord. Ok, donc rééquilibrer la gouvernance de ce que vous nous dites. Oui. Ok, merci. Et Monsieur Belaïch, à la base, le groupement hospitalier de territoire, vous alliez sans doute développer, c'était quand même fait pour mutualiser les équipes et les activités et remettre le patient au centre du parcours de soins. Or, la plupart du temps, on a l'impression que les activités, elles sont redondantes souvent, qu'elles ne sont pas partagées et qu'il y a une mauvaise communication entre les établissements. En tout cas, moi, c'est une de mes expériences sur le groupement hospitalier de territoire. Je n'ai quand même pas beaucoup d'interaction avec les autres hôpitaux. Je ne sais pas, vous allez sans doute développer ensuite comment les GHT se sont créés. Oui, alors les GHT se sont créés. En fait, ils se sont créés. Par la loi. En fait, il n'y a pas eu une interaction entre les médecins pour pouvoir créer vraiment un pôle, par exemple, de gastro-entérologie où on aurait pu se regrouper avec les médecins, faire un vrai pôle et faire un chef de service unique. Parce que moi, je suis chef de service, mais je m'en contrefiche d'être chef de service. Ça pose plus de problèmes que d'intérêt. Et en fait avoir un médecin qui dirigerait avec une sorte de pôle et qui permettrait de dire cette activité se ferait plus à cet endroit, cette activité plus à cet endroit et créer de l'activité. Et ça s'est jamais fait. Alors peut-être par des égos, peut-être que les médecins ont des égos aussi parfois, peut-être aussi parce que en fait on n'aura pas laissé le choix et aussi et on n'a pas créé le GHT. En fait, je pense qu'il y a aussi, c'est vrai, pas que la faute des administratifs, mais les administratifs n'ont pas laissé de pouvoir créer quelque chose. En fait, c'est ça, la création. Et là, moi, je me rappelle quand j'étais chef de pôle avant le GHT, avant tout ça, j'étais chef de pôle de la médecine chirurgie. Toute l'ambulatoire créé à l'hôpital où je suis. Et on a pu, en fait, faire beaucoup plus d'ambulatoires. Et là, actuellement, on est à 70% d'ambulatoires. Si on veut se donner la peine, on peut créer. Et on a pu réduire le nombre de lits de chirurgie parce qu'on sait très bien qu'en chirurgie, on fait il y a beaucoup trop de lits. Et tout le monde le sait. Mais aussi, on sait très bien que la population vieillit et qu'on a beaucoup de mal à faire sortir les malades en SSR, de gériatrie. Et en fait, il manque de médecins gériatres, il manque de médecins en nécessaire pour les malades, les malades qui restent dans des lits et on ne sait pas quoi en faire en fait, parce qu'ils sont trop âgés, ils n'ont pas de famille, ou ils ont de la famille, ils ne peuvent pas être mis en EHPAD ou en hôpital et ça pose problème. Et donc, on a les moyens de le créer parce que déjà, on n'est pas manager, hein, et on s'est créé, on a été obligé de le faire parce que sinon, si on laissait faire que les administratifs, on laisserait faire les choses et rien ne se créerait. Donc, il faut qu'on apprenne à le faire et ça demande du temps, ça demande de l'énergie et c'est vrai que moi, à bout de 30 ans, j'en ai de moins en moins.
Monsieur Belaïch, on ne vous entend pas très bien. Alors, je ne sais pas si vous, je vois que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc peut-être. D'accord. Alors, j'étais en train de dire qu'il faudrait qu'on crée des choses à l'hôpital et qu'on crée nous-mêmes cette dynamique. Et c'est vrai que c'est les plus jeunes qui doivent le faire. Alors, et là, le problème, c'est qu'on a, on a de moins en moins de médecins qui veulent rester à l'hôpital. Hein. C'est clair, l'hôpital, pour un jeune médecin, c'est difficile de rester à l'hôpital. Hein. Ils veulent. Beaucoup de médecins maintenant fuient l'hôpital. Alors déjà, il y a eu quand même, il faut savoir qu'il y a eu plein de PH qui sont partis en ville, hein, même des professeurs qui sont partis de l'hôpital. Plus de 300 PH sur l'Île-de-France qui sont partis vivre une autre vie dans des cliniques privées et qui leur donnaient beaucoup plus de matériel et moins de difficultés pour soigner. Donc il faut le savoir, ça. Oui, tout à fait. C'est des choses effectivement que je connais au quotidien, ouais, tout à fait. Alors moi, je connais pas. C'est en lien avec depuis la loi de 2009 ou c'est là les 2 dernières années ce phénomène? Monsieur Belaïch? L'image est bloquée, oui. Même moi, je suis parti depuis 2 ans. Quoi. Je suis plus qu'à 60% à l'hôpital. Que même Et moi qui suis à l'hôpital depuis 30 ans, ben, depuis 2 ans, je suis parti en mi-temps. Voilà. Et quelles sont les raisons principales, du coup, qui vous ont poussé à ce choix? C'est ce que vous expliquiez avant? C'est ce que vous expliquiez avant? Ben, c'est l'épuisement. Ouais. On voit qu'on a de moins en moins de collègues qui veulent contre rien, en fait. On ne sait pas qui parle. Là, on ne sait pas. On dirige un service où moi, j'ai plus que 3 mètres pour le nombre de lits a baissé. On a diminué notre lit de moitié. Alors, c'est vrai qu'à s'en sortir, puisque on a des malades, on n'a pas beaucoup de malades en attente, donc ça va. Donc, voilà. Ça coupe à nouveau. J'ai dit que l'hôpital, on n'est pas obligé d'avoir autant de lits qu'avant, quoi. Il faut faire plus d'ambulatoires, beaucoup plus de médecine rapide, mais pas de la mauvaise médecine rapide, hein, de la médecine rapide, mais de façon intelligente. C'est-à-dire, il faut la programmer, quoi. Même via les urgences, on peut programmer d'une médecine. Ce qu'on voit quand même, Monsieur Belaïch, c'est qu'on a des patients de plus en plus complexes, hein, particulièrement sur notre territoire. Donc, c'est des durées d'hospitalisation longues, des problèmes, un cumul de problèmes médicaux, sociaux, logements, etc. C'est pas des patients simples, hein, donc réduire les durées d'hospitalisation, c'est une gageure. Puis on est en sous-effectif chronique, c'est quelque chose que je vis au quotidien, hein, donc plusieurs jours pas d'interne. Moi, j'assure la permanence des soins et j'ai plus de temps hors soins en fait. Hein. J'ai une grosse charge administrative et plus de temps hors soins. Hein. Voilà, mais je suis pas là pour raconter ma vie. Non, mais vous avez raison. Il y a ce problème d'effectif médical, d'effectif paramédical. Ça, vu le numerus clausus qui nous a été imposé depuis plusieurs années, on ne va pas le réduire avant 10 ans. Donc, on va être 10 ans en galère, hein, donc il faut le savoir. Donc, moi, je vais être à la retraite. Vous serez encore en galère, mais dans 10 ans, si on ouvre le numerus clausus, ce qui n'est pas encore fait, parce que vu ce qu'ils font avec la loi, les passerelles, c'est n'importe quoi, mais ça, on peut en parler, mais c'est pas moi, je ne vais pas forcément parler, mais c'est pas forcément bien, parce que les médecins qui passent sur les passerelles, et ben en fait, c'est pas des médecins qui sont forcément dans le cursus scientifique et ils abandonnent parfois parce qu'ils sont pas, ils réussissent pas la 2e année, donc c'est pas forcément une bonne idée cette passerelle. Voilà. Ouais. Mais on est en sous-effectif. Alors, Monsieur Belaïch, je ne sais pas, on vous laisse présenter, peut-être vous aviez un topo à présenter. Alors, je repasse la main à mes collègues. Je les laisse développer. Peut-être qu'il y a des questions, des réactions. Oui, moi j'avais une question en ce qui concerne... c'est Léonore. J'avais une question en ce qui concerne les soins ambulatoires. Si on devait développer ça encore plus,
j'aimerais savoir si vous pensez que notre système de santé actuel est adapté pour accompagner les patients, même en ville, si les soins de ville sont suffisamment développés actuellement à ce jour. Non, il manque des médecins en ville. Il faudrait qu'il y ait plus de relations entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Moi, je l'ai créé parce que je suis les deux maintenant. Donc, je crée de la médecine relationnelle entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et il faudrait qu'en fait, les médecins de ville puissent avoir un contact direct avec les médecins hospitaliers pour pouvoir avoir une offre de soins plus rapide. Mais on va être confronté toujours avec ce manque d'effectifs. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va être bloqué. On va avoir un effet bloqueur par le manque d'effectifs paramédical et médical. Donc, on pourra toujours augmenter, mais à un moment donné, on va être bloqué. Même dans mon hôpital, par exemple, je peux pas faire plus que le nombre de colos ou de fibroscopies. À un moment donné, on peut pas faire beaucoup plus que ce qu'on fait déjà. C'est pas possible. On en fait déjà beaucoup, donc on peut pas mettre des malades superposés et faire des malades sans arrêt. Et même en clinique, je vois, je fais plein de malades. Je sais pas qui les faisait à ma place avant. Je vois pas, j'arrive même pas à comprendre que les malades devaient être mal soignés, quoi. Pas mal soignés. Ils étaient en détresse de soins, quoi. Donc, je pense que ça va être problématique. Et le problème actuel à l'hôpital, c'est cette fameuse T2A. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle devienne à 50% et qu'on revienne à vraiment une offre de soins 50% de T2A et puis 50% de soins avec le diabète, les maladies chroniques qui soient payées à leur juste valeur, entre guillemets payées parce que c'est quoi qu'il arrive, le gâteau, il est pour tout le monde. Et si on prend plus de gâteaux à un endroit, il y aura moins de gâteaux à manger de l'autre côté, puisque l'ondam de la santé est le même. Et donc, ça va poser des problèmes tant que le budget santé est toujours le même, quoi. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, docteur, sur le fait qu'on ne pouvait pas faire plus. Mais est-ce qu'on peut envisager de faire moins? Et ce qui avait été dit aussi, c'est la charge administrative des médecins, qui est de plus en plus importante. Et si cette charge était réduite, imaginons, si tout était possible, le temps consacré au décloisonnement, justement, et à la prise, la communication ville-hôpital pourrait se faire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, au lieu de... Si on ne peut pas faire plus, est-ce qu'on peut faire moins? Sur certains aspects, j'entends. Alors moi, j'avais connu à l'époque, je me rappelle, j'avais connu des secrétaires de communication entre l'hôpital et qui prenaient les rendez-vous pour les médecins de l'hôpital. Et ça n'existe plus. Et ça, c'est un métier à recréer. Et par exemple, c'est une secrétaire qui serait au sein du service. Je ne parle pas de la secrétaire qui frappe les courriers mais qui serait au sein du service et qui permettrait là, on vous entend de faire une communication entre sortie des malades, prendre les rendez-vous pour que le médecin, pour faire de la consultation et tout ça. Non, j'ai dit pour une secrétaire qui permettrait de faire le relais entre la médecine hospitalière et la médecine de ville pour pouvoir faire le social aussi parfois, la utiliser. Voilà. Parce que le médecin m'occupe du social, je vais voir si le malade il peut sortir, et je contacte les familles, et donc tout ça, ça pourrait être dégagé avec une personne qui n'est pas forcément médecin. Donc ouverture à des métiers de liaison, de mise en liaison, des rouages supplémentaires pour apporter de la fluidité dans les échanges et du coup dégager du temps médical ou paramédical. Oui, moi je sais que ça existait dans les hôpitaux où j'étais, mais moi dans mon hôpital ça n'existe pas. J'ai plus une secrétaire qui tape mon courrier, mais j'ai pas une secrétaire qui fait la visite avec moi et qui permettrait, c'est pas forcément une secrétaire, mais un administratif ou quelqu'un qui pourrait m'aider pendant la visite, quoi, par exemple. Okay.
Et qu'il faut peut-être créer des pour nouveaux corriger métiers. la question de Karine, à l'idée de faire moins, est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et derrière la tête, j'ai dans l'idée que on parle de territoire, est-ce qu'on pourrait reparler de la répartition des territoires de savoir et de compétences entre les professionnels de santé? C'est-à-dire, est-ce que entre la répartition des actes entre médecins, paramédicaux, vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'on Oui. pourrait penser les choses différemment puisqu'on est dans une réalité où les effectifs médicaux vont pas changer drastiquement pendant une dizaine d'années? On va bien devoir s'adapter, ça a été dit dans plusieurs auditions. Est-ce que vous pensez que du coup, on peut repenser des choses? On parle des infirmiers de pratique avancée, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser les choses? C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se focaliser sur la manque de démographie médicale, mais il y a un tas de professionnels de santé à mettre en relation. Il y a des compétences qu'on peut développer, qu'on peut mettre en valeur. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quand même des champs de possibilités à explorer? On sait qu'à l'étranger, notamment, c'est beaucoup plus développé dans certains pays. Oui, il y a les EPA, les infirmières de pratique avancée. Il y a aussi la relation entre les médecins et avec des activités partagées entre certains hôpitaux. Et je sais que, par exemple, mais on va être confronté avec le manque de médecins. Même si je vais donner, entre guillemets, mon activité, je ne sais pas moi, d'endoscopie à tel endroit, est-ce qu'à tel endroit, ils pourront faire l'activité? Alors, s'il y a plus d'anesthésistes, oui, à un endroit X par rapport à un endroit Y, mais s'il y a autant d'anesthésistes à un endroit X et à un endroit Y, on va se retrouver confronté à la même problématique, c'est-à-dire on ne pourra pas faire on pourra pas faire différent ni plus. Alors moi je vois au point de vue acte, parce que je fais de l'endoscopie, donc je suis en même temps au bloc et en même temps aussi à faire la visite, mais peut-être pour des médecins infectiologues ou autres diabétologues, ou peut-être que c'est possible, oui. Oui, peut-être faire l'éducation thérapeutique plus groupée à tel endroit, mais à ce moment-là, ça va obliger le malade à se déplacer. Et on sait que dans certaines régions, c'est pas facile de se déplacer à des endroits, parce que le transport, par exemple, moi j'ai fait mes calculs, par exemple, dans mon GHT, il y a quand même, on est obligé d'aller en voiture, on peut pas prendre les transports. Alors tant qu'il n'y a pas le Grand Paris avec le RER Grand Paris, quoi, qui va bientôt être créé, mais peut-être qu'un jour, quand il y aura le système RER Grand Paris, tous les hôpitaux vont être reliés par le nouveau Express Grand Paris. Donc peut-être que les malades pourront à ce moment-là faire leur éducation thérapeutique à un endroit donné avec une infirmière et être beaucoup plus nombreux. C'est possible dans ce cas-là pour la diabétologie, je dis. Voilà. Oui, Monsieur Belaïch, il y a des coupures de son. Du coup, c'est vrai qu'on peut je suis désolé. la caméra et continuer sur la caméra. C'est sur la caméra. Alors, voilà. Par contre, vous aviez des choses à Oui, donc j'ai dit, oui, donc l'Express Grand Paris va peut-être permettre de pouvoir faire. On m'entend là? Alors, ce que j'avais à projeter, en fait, je l'ai pratiquement dit. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit. Mais je voulais montrer peut-être un GHT. Alors, est-ce que je peux partager l'écran? Comment ça se fait pour partager l'écran? Il faut que vous soyez co-administrateur. Et alors, je ne sais pas qui peut mettre Monsieur Belaïch co-administrateur. J'ai pas la main. Il y a autorisé. Non, je ne peux pas. J'ai fait une boulette là en plus. Attendez, j'ai fait un. Il y a eu un souci là. Bah sinon, en attendant, Monsieur Belaïch, vous vouliez présenter donc. Attends, parce que je crois qu'il n'est plus dans les. Ah, ok. Voilà, il y a eu un problème au moment où je voulais le mettre en. Enfin, je ne sais pas si je peux le mettre en co-administrateur où il y a qui est présent là, Audrey. Voilà. J'étais parti. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, je suis désolée. Est-ce que il y a alors, vous pouvez par exemple
Je crois pas qu'on a la main là-dessus. Enfin, je regarde sans faire de... Moi, j'ai pas la main. Cécile, tu veux que j'appelle Audrey? Ouais, alors c'est pas renommé. Non, je peux pas. Là, moi, je peux pas le. Je crois que je peux pas changer le statut en fait. Bon, Est-ce que votre support est important pour vous, Monsieur Belaïch? Non, c'est pas important. C'est juste pour vous dire, par exemple, dans notre GHT, par exemple, le GHT, parce que j'ai le GHT de Saint-Denis, donc ça colle bien, voilà. Ils sont loin en fait de l'hôpital d'à côté. Ils doivent traverser l'autoroute, par exemple. Donc c'est intéressant sans être intéressant. Les GHT au point de vue secteur, les malades n'iront pas de l'hôpital de Saint-Denis à l'autre hôpital qui est l'hôpital de Gonesse, par exemple, pour faire des soins. Je ne vois pas. Comme moi, c'est l'hôpital Montfermeil par rapport à la Marne. Ils traversent pas la Marne. D'ailleurs, on a remarqué une chose, c'est que quand on fait les statistiques des malades qui viennent des villes limitrophes de Montfermeil, ils viennent pas à Aulnay-sous-Bois, et les villes et les malades qui sont limitrophes à Aulnay-sous-Bois, ils ne vont pas à Montfermeil. Donc en fait, chacun a son secteur de soins, et en fait, c'est des malades qu'on peut les seuls malades qu'on pourrait avoir en commun, c'est des malades où on ne fait pas les activités qu'on ne ferait pas à tel endroit, on pourrait les donner à un autre endroit. C'est ce qu'on fait, par exemple, nous, en gastroentérologie, c'est-à-dire on ne fait pas d'écho-endoscopie, on ne fait pas de... Ils partent à Montfermeil pour faire ces soins-là, et après, ils reviennent chez nous. Mais ce n'est pas des malades qui vont être soignés à Montfermeil, et exclusivement à Montfermeil. Et eux, où ils nous donneraient un jour d'autres malades au point de vue gastroentérologique. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes malades. Et les malades, en fait, ils fuient sur Paris, quoi. Ils fuyaient sur Paris parce qu'en fait, ils veulent voir les professeurs de Paris, etc. Mais actuellement, à Paris, ils sont aussi submergés par des malades et curieusement, ils nous redonnent des malades. Parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à s'en sortir non plus parce qu'ils en ont trop. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le GHT, c'était bien, quoi. Ça aurait été bien si on était parti sur l'offre de soins, le partage des connaissances, le partage de. Mais en fait, ce qui est important, c'est que les administratifs ont trouvé en fait, l'administration et en fait. Ce qui fait que maintenant, il y a une diminution des budgets, en fait. Puisque grâce à ça, ça a permis de diminuer le budget de chaque hôpital, puisqu'on nous a dit, puisque vous n'arrivez plus à soigner les malades avec tel truc, on peut fermer des lits, on peut fermer tel truc. Et donc, ça a permis de réduire l'offre de soins. Et donc, soins diminuant, on a profité aussi qu'il y avait moins d'infirmières, moins de médecins, et tout ça, en fait, il y a moins d'offres de soins pour les malades. Donc, on se retrouve avec des malades qui se retrouvent avec moins d'offres de soins, avec des malades qui passent de plus en plus du temps aux urgences, puisque leur seul médecin, c'est les médecins des urgences. Et ils ont Monsieur Belaïch, on perd le son avec vous, on ne vous entend plus. Vous entendez? Ouais, ça coupe un petit peu. Vous pouvez partager avec vos des documents malades si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez partager vos documents si vous le souhaitez. Vous êtes co-hôte. Ouais, d'accord. Mais en fait, d'autres sur la licencier en fait, il y a certains alors je sais pas si vous dans les hôpitaux on voit ça, c'est que maintenant il y a de plus en plus de directeurs qui sont créés, des postes de directeurs qui sont créés, et de moins en moins à la place de moins en moins de soignants pour essayer de suppléer ce qui est du soin, mais en fait ça sert à rien parce que c'est pas vraiment des médecines de soins, hein.
Et donc, en fait, au lieu de créer des postes d'aides-soignants qui sont beaucoup plus intéressants pour le soin, ben, on va créer des postes de manager, de postes pour faire de l'accréditation, de postes pour gérer les lits, etc. Et il n'y a plus du tout, le soin, c'est plus directement lié au soin. Donc, Oui, et c'est ça qui m'a exaspéré à l'hôpital et ce qui fait que je crois que c'est particulièrement vrai à l'assistance publique hôpitaux de Paris, hein. C'est ce que plusieurs praticiens hospitaliers, notamment réanimateurs, nous partageaient. C'était cette multiplication des strates, des niveaux d'organisation qui leur rend la vie impossible. Et après, bon, dans mon établissement, effectivement, nous avons un gestionnaire des lits et pas des patients. Et ça me hérisse. Alors après, c'est une personne qu'on apprend, avec qui on apprend à fonctionner, hein. Pendant la crise Covid, on a beaucoup fonctionné avec ces personnes-là pour essayer de fluidifier un petit peu la prise en charge des patients. Mais c'est vrai que oui, il y a une administration bon, assez pléthorique. Moi, je pense pas que je suis dans les exemples les plus dans cet établissement les plus pléthoriques, quoi. Mais c'est vrai, ouais. Ça ralentit considérablement les interactions se font de manière moins directe et il y a une lourdeur administrative effective, hein, ça c'est sûr. Je crois que c'est représentatif d'à peu près tous les services parce qu'en ce qui me concerne, on avait retiré 20% de temps médecin, 60% de temps infirmier et on a rajouté 6 cadres plus un directeur de département, ça n'existait pas avant. Donc, je crois que c'est pas spécifique aux spécialités, c'est partout pareil. Ouais, tout à fait, Eleonore. Tu as tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est général. Docteur Belaïch, c'est ce que vous disiez au début de votre intervention. Vous parliez du millefeuille administratif, donc on rajoute des couches. Alors, ce serait quoi l'inverse du millefeuille? Ce serait quoi je sais pas, le baba au rhum ça serait de revenir à la carte de santé que moi j'avais connue à l'époque, qui faisait la visite avec nous et qui s'intéressait aux malades. Elle est maintenant dans son bureau à faire des plans de soins, pas des plans de soins personnels, et à mettre des petites cases roses et des petites cases violettes et des petites cases vertes sur tous les plannings, et à faire ces plannings. Moi, ma carte de soins, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, la carte de santé, en fait, elle ne fait plus que des plannings de paramédicaux. En fait, on la voit quasiment plus. Elle vient faire le point malade une fois par jour et connaître juste le nom des malades. Elle fait plus du tout son rôle de soins. C'est plus du tout une cadre de soins. C'est une cadre administrative pure. Et elle fait que ce qu'on appelle la réunionnite chronique, c'est-à-dire elles vont en réunion entre elles et elles ne gèrent que du planning de soins. Alors, elle trouve l'excuse en disant, bah non, moi, si je fais pas ça, ben, j'aurai pas le planning. C'est vrai. Mais est-ce que c'est son rôle de faire que ça? C'est-à-dire, c'est dramatique d'arriver à devenir un cadre de soins et d'être infirmière au départ et de devenir administrative et ne faire que des petits ronds de toutes les couleurs sur des plannings, quoi. Et j'ai des collègues médecins qui sont devenus chefs de pôle et chefs de comité directeurs et des choses comme ça, qui ne font plus que ça aussi, qui sont plus des médecins, ils font quasiment font plus du tout de soins, font plus de consultations et tout ça, ils ne font plus que ça. Et donc, c'est peut-être la planque, mais c'est un manque d'offre de soins aussi, c'est pas possible. Et pour les CME qui servent plus à rien, des chambres d'enregistrement, quand on voit que la CME chez nous, elle est dans une matinée entière, il y a 30 médecins qui se retrouvent dans une salle à discuter de choses et de choses variées, une fois par mois, et donc ça fait 30 consultes ou 30 je sais pas quoi, et moi je trouve ça complètement dramatique. Tout ça pour rien pour moi. Ouais, Ce qui est important, c'est de voir ce côté effectivement hyper gestionnaire, où la gestion répond aux difficultés d'organisation et où on a l'impression que rajouter de la gestion va améliorer la situation, alors que non, il faut décloisonner, il faut remettre effectivement les systèmes de soins. Il faut inverser le cercle vicieux et revenir vers le cercle vertueux et remettre
ce pourquoi les soignants sont faits, c'est-à-dire le soin. Voilà. Et donc, pour ça, il faut les remettre dans leur cœur d'activité, ce qui va créer de l'attractivité, ce qui va entraîner la créativité, l'envie, et on va réinverser le système. Mais le problème, c'est que là, on est dans un goulet, on est dans une impasse où les tentatives de solution deviennent le problème. On met de la gestion, on met des strates administratives, et donc on n'investit plus sur ce qui est le cœur du soin. Et donc, il faut réinverser. Voilà, il faut oser inverser. Ouais. Il faut oser inverser et il faut remettre le malade au centre du soin et les soignants autour du malade en tant que soignants. Et il faut arrêter que de faire de l'administration. Ça me rappelle le dessin où on voyait le pagayeur, pagayer, 10 pagayeurs, et puis après on voyait 5 pagayeurs et 5 chefs, et puis après il y avait un chef au-dessus, 4 sous-chefs, 3 sous-chefs, et puis 2 pagayeurs, et après ils pensaient que le bateau allait avancer. Donc c'est pas possible, le bateau n'avancera pas sans soignants, ça c'est clair. Le bateau, il va avancer, l'hôpital va avancer, et avec plus de soignants, et même des petits soignants, j'aime pas le terme, mais avec des soignants, aides-soignants, ASH, des soignants qui sont proches des malades et des infirmières, et il va falloir rouvrir les IFSI que Juppé avait fermé à l'époque. C'était monstrueux. Il pensait que quand on allait diminuer l'offre de soins, eh ben on a diminué le budget de la santé. Ça, c'était une erreur fondamentale. C'est vrai qu'on a diminué l'offre de soins, on a diminué, mais on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire l'épuisement total, et la crise Covid a amplifié ce drame, en fait, drame humain. Et c'est vrai que moi, j'ai pété les plombs à ce moment-là, et je suis parti à moitié du temps en privé parce que j'en pouvais plus de l'hôpital, quoi. Voilà. Et Monsieur Belaïch, qu'est-ce que vous proposeriez comme piste pour améliorer comme ça le lien entre la ville et l'hôpital, en sachant que finalement la ville c'est le premier hôpital de France, c'est le premier hôpital, c'est là qu'une grande majorité des soins se passent, et en fait c'est vrai qu'on oublie souvent quand on est dans l'hôpital, hein. Oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, à l'hôpital, j'avais créé un DECT où on avait l'accès avec un numéro direct avec les médecins, où ils pouvaient appeler directement le médecin spécialiste une fois par jour. Donc, ce DECT était tournant. Le médecin spécialiste avait ce DECT, et on avait le médecin de ville connaissait le poste et pouvait appeler pour un avis. Et donc, ça permettait de faire ce lien et d'avoir un accès direct pour des malades un peu complexes ou pas complexes, pour avoir directement une consultation directe avec le médecin spécialiste. Et ça, je pense que ça pourrait se créer, et c'est pas très compliqué. Par contre, ça demande du temps et d'énergie, et il faut que le médecin puisse être dégagé d'autres activités. Il peut pas aussi être au four et au moulin. Donc, il faut que pour pouvoir faire ça, il faut qu'on puisse le dégager du temps, comme vous êtes à la visite, vous pouvez pas faire la visite plus ça, plus ci, plus ça, quoi. C'est pas possible. Voilà. Il faut que vous ayez le temps de pouvoir faire ça. Mais ça serait une bonne idée, c'est-à-dire que le médecin, chaque médecin spécialiste de l'hôpital ait un DECT ou un poste à appeler. On pourrait même passer par une secrétaire qui pourrait à ce moment-là prendre le numéro, et que le médecin puisse rappeler le médecin de ville pour pouvoir lui fixer un rendez-vous rapide pour le malade, par exemple. Ça se fait, Monsieur Belaïch, ça se fait. Oui, vous avez vu ça? En pneumologie, en infectiologie. Après, c'est un problème de communication aux professionnels du territoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient au courant, qu'ils peuvent nous contacter, mais ça se fait. On essaye de faire des passerelles. Je pensais de façon plus large entre les professionnels, vous voyez, du même territoire. On connaît mal, en fait, enfin, à part les réseaux qu'on a, en fait. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer cette communication, ces réseaux entre professionnels, en fait? Pour améliorer des exercices partagés, d'autres types de pratiques, vous voyez? Oui, nous, en gastro, on n'a pas de pratique partagée. Nous, on veut faire de l'entéroscopie, mais on n'a pas le matériel pour le faire. Donc, ça serait des malades et des médecins qui pourraient venir apprendre, des juniors pourraient apprendre les examens dans certains hôpitaux. Et ça serait de la pratique partagée avec venir dans un endroit pour apprendre telle technique et venir à tel endroit pour apprendre une autre technique. C'est ça que vous voulez dire, par exemple? Oui, en fait, ma question était plus large, en fait, entre tout type de professionnels de santé pour améliorer les liens
entre la ville et l'hôpital, parce que finalement, on a l'impression que souvent, on a nos réseaux personnels qu'on développe au fur et à mesure, mais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de circuits qu'on ignore, beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas, on développe pas suffisamment de connexion finalement avec la ville. Enfin, c'est mon sentiment en tout cas. On reste un peu dans notre forteresse, quoi. Comme disait Monsieur Catalino hier. Ça, c'est vrai que souvent, il y avait cette histoire entre la guerre entre le privé et le public. Complètement abandonné. Moi, j'ai déjà abandonné depuis longtemps. Et je pense qu'il faut qu'on puisse se réunir comme avant. Moi, on faisait des réunions à l'époque avec tous les médecins spécialistes de la région. Et on avait de la pratique entre nous, quoi. Dans le 93, par exemple, on avait nos réseaux de soins entre le 93, par exemple. Ils existent hein, toujours, hein. Mais ça, le manque de temps fait qu'on n'a plus le temps d'aller à ces réunions. Je sais que ça s'est amoindri et à la fin, au bout de, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on fait plus. Parce qu'en fait, les gens ont abandonné l'idée de pouvoir sortir le soir pour pouvoir le faire. Voilà. Je pense qu'il y a aussi le découragement de chacun avec ses activités régulières qui sont très prenantes toute la journée. Et en plus, il faut aller le soir ou dans la journée pouvoir aller faire ses réunions ou faire de la pratique partagée. Et ça, je pense que c'est compliqué aussi pour nous et pour eux. Alors la ville, moi j'en fais de la ville, mais pour l'instant je ne fais que de mon côté et je ne partage qu'avec mon service moi-même, donc avec mon propre service. Donc c'est l'avantage, c'est que j'ai mon service et les malades, je les partage avec le service où je travaille. Donc, mais je partage pas forcément avec les collègues du même gastro du coin, quoi. Voilà. Ok. Karine et Léonore, je vous laisse la parole. Si vous voulez rebondir. Alors, moi, je voyais la reconquête du temps, c'est ça. Moi, c'est ça qui est important. Enfin, Léonore, excuse-moi, je t'ai coupé. La nécessité absolue et urgente de reconquérir ce temps, de le ralentir peut-être un peu et de le reconquérir. En tant que médecin du travail, bon, je suis dans le privé, mais c'est ce que je dis souvent aux dirigeants. Et j'ai des espoirs parce que j'ai quelques expérimentations qui se font à un petit niveau sur des directions qui essayent de dégager du temps à leurs équipes pour pouvoir de nouveau construire des règles de métier, le travailler ensemble. Voilà, qui n'est pas du temps de travail au sens production, mais qui est du temps de travail au sens de la mise en lien et de la fédération de collectifs autour de ce pourquoi les gens sont faits. Donc, je commence à voir des choses qui se mettent en place de manière très, très subtile et très limitée, mais quand il y a des petites tendances comme ça, bon, voilà. Après, je pense qu'à l'hôpital, enfin, en tout cas dans le soin en général, c'est vrai, cette reconquête du temps, ça va être un enjeu de bataille important. Ça va être vraiment l'urgence. Voilà, c'est tout. Monsieur Belaïch, est-ce qu'on peut vous laisser peut-être avancer? Léonore, tu voulais peut-être dire quelque chose? Juste, ouais, je crois Léonore voulait dire quelque chose avant moi. Excuse-moi, Cécile. Puisque je regardais là, il est déjà 8h moins 10 et je me demandais s'il y avait des questions dans le chat. Je regarde. Il n'y a peut-être pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Ok, merci. Il y a une réaction, juste, il n'y a pas de question, mais je vois une réaction, enfin un témoignage. Je ne sais pas si je le lis. Bah oui, oui, je pense que c'est intéressant. Oui. Voilà, pour avoir rejoint un GHT récemment en tant que petit hôpital, cela nous dessert car nous n'avons plus la main sur les choix de nos fournisseurs réactifs, automates au laboratoire, etc. Oui, donc c'est l'autonomie en fait, hein, c'est la possibilité d'être autonome dans ses choix que la GHT a diminué, c'est ça. L'autonomie,
Ça dépend parce que certains diront que au contraire, ça a permis d'acheter des réactifs dans tout et de faire des économies et donc d'acheter plus de réactifs puisque on fédère et à ce moment-là, comme on est dans un groupement et donc on peut à ce moment-là acheter plus de réactifs puisque c'est moins cher. Et d'autres diront bah non parce que on va pas acheter nos propres réactifs et donc on va être obligé d'acheter tel produit parce que le GHT aura acheté tel produit. Voilà, et donc c'est le problème du GHT. Et donc il y a deux visions. Et c'est vrai que nous, par exemple, dans les pinces, dans certaines pinces, eh ben, on a été obligé d'acheter les pinces qu'on ne voulait pas parce que le GHT avait des idées que c'était telle pince. Voilà. Donc, ça, c'est le problème du GHT et le problème des groupements, quoi. Quand on fait un groupement dans les pharmacies aussi, ben, certaines pharmacies qui sont regroupées, ben, ils achètent telle marque, entre guillemets, et pas d'autres marques. Bah, ça entraîne une homogénéisation sur certains aspects, alors que parfois on aimerait des éléments plus spécifiques. D'accord, merci. Alors, pour le point de vue politique, je ne sais pas trop ce qu'on va dire nos politiques, mais moi, j'avais écouté le discours de M. Macron, moi j'ai appelé le docteur Macron en septembre 2018, et ce que j'avais retenu de lui, il y avait plusieurs choses, c'est que il voulait d'arrêter diminuer l'offre de soins, voilà, et donc il disait que diminuer l'offre de soins et pour diminuer le coût de la santé a été un échec. Il faut changer de paradigme et réorganiser le système de santé. Il voulait mettre tout sur la prévention et il disait qu'il ne faut pas faire trop d'actes redondants, mais ça, on est d'accord. Il voulait mettre fin à la T2A, ça, moi, je pense entièrement d'accord. Il voulait qu'on soit plutôt une tarification à la qualité pour le diabète, l'insuffisance rénale chronique. Il voulait mettre le problème, c'est qu'il n'a pas parlé d'autres pathologies, mais je pense que d'autres pathologies seront aussi dans les maladies chroniques. Une meilleure coordination des soins de proximité et donc une meilleure coordination des urgences avec, je pense, une relation ville-hôpital. Il faut aussi d'arrêter d'opposer le public et le privé, spécialistes et généralistes, et arrêter les barrières entre la ville libérale et l'hôpital. Je pense je suis tout à fait d'accord, même si je suis pas d'accord avec Macron, mais je dis ce qu'il a dit, c'était intéressant. Il disait qu'en fait, qu'il voulait que les médecins deviennent directeurs d'hôpital. Ça, c'est une très bonne idée, mais je pense que les médecins ne voudront pas, parce que moi, je n'ai pas envie de devenir directeur d'hôpital, ça ne m'intéresse pas, même en fin de carrière. Donc, en tout cas, il veut un retour des médecins aux commandes par rapport aux énarques qui sont actuellement aux commandes. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Il voulait aussi que l'actique de pratique avancée des IDE et des AS, et remettre au centre le service de l'hôpital public et changer de gouvernance avec le retour en force de la CME et des médecins décisionnaires. Voilà. Et tout ça, c'est ce qu'il a dit, mais ce qu'il va le mettre en application, c'était en 2018, c'était le discours du 18 septembre 2018. Voilà. Il avait promis la fin du numerus clausus et la poste et 400 postes salariés dans les déserts médicaux. Alors là, je l'ai entendu récemment, il veut mettre carrément obliger les médecins de faire les médecins internes de faire une 7e année dans les déserts médicaux, et je pense que là, ça va faire une manifestation qui va arriver bientôt pour les internes. Je ne pense pas qu'ils voudront le faire. Voilà. Monsieur Belaïch, si vous étiez ministre de la Santé vous-même, de n'importe quel gouvernement, du coup, qu'est-ce que vous proposeriez? Oui. Proposition forte. Je pense qu'il y a des très bonnes idées, c'est-à-dire arrêter de l'administration et l'ARS. Je pense que je détruirai l'ARS en premier. Oui. J'arrêterai l'ARS. Je pense qu'il y a plein de gens à l'ARS qui servent absolument à rien. Donc, c'est la première chose que je ferai. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin où je tue je fais tuer dans mon bouquin oui, on ne vous a pas entendu là, les dernières secondes. Vous nous parliez de votre ouvrage, d'un ouvrage. On ne vous entend plus là.
le directeur de l'ARS d'Île-de-France. Donc voilà, fumisterie complète et à discuter avec eux. Voilà, l'ARS, pour moi, c'est fini. J'ai dit que j'ai écrit 2 bouquins, et je tuais, quoi, je fais tuer l'acteur de l'ARS. Voilà. Parce que pour moi, l'ARS, c'est un monstre et il y a plein de gens, quand vous voyez les organigrammes de l'ARS, pour ceux qui les ont déjà vus, ça fait très très peur. Et il y a plein de gens, on ne sait même pas ce qu'ils font. Et quand je pose la question, que font les personnes à l'ARS, on me dit ils font plein de choses. Chacun a un directeur d'ARS, vous savez que c'est un directeur d'ARS de chaque clinique qui est dans chaque clinique. Vous avez un directeur ARS de l'accréditation de chaque hôpital, etc. Et il y a plein de gens qui sont payés et qui sont parfois des personnels de santé, hein, qui sont des anciens médecins, anciennes infirmières, tout ça. Donc il faudrait les remettre dans. Donc ils sont là, les infirmières et les médecins cachés, en fait. Voilà, pour vous aider. Alors, on n'a pas entendu votre dernière phrase, on est désolé. Non, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous nous entendez. Bon. Moi, j'entends plus rien et je ne vois. Ah si, je vois bien l'icône. J'ai peur qu'on doive se quitter comme ça. Il est 20h. Après, on a toujours quelques minutes pour dépasser, non? On voudrait quand même entendre ces autres propositions. Alors moi, j'en ai entendu 2, 3. Et ouais. Et se déconnecter et revenir? Je ne sais pas s'il lit le message, Monsieur Belaïch. Je ne sais pas si déjà s'il nous entend ou pas. Je ne sais pas s'il lit le forum. En tout cas, il y a des tentatives puisqu'il y a son micro qui s'ouvre, qui se ferme. Il essaye de nous contacter. Bon. Est-ce qu'on tente la déconnexion, reconnexion? J'entends pas. On t'entend pas, Monique. Vous m'entendez là? Non, parle plus fort, s'il te plaît. De loin. Vous m'entendez de loin. Je parle fort. Bon. Il était dans la salle d'attente, je vais faire rentrer et son micro est désactivé. Ok. Vous avez entendu? Il n'y a personne en salle d'attente, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est juste le micro qui est désactivé. Il a marqué là, il faudrait me reconnecter. Bon. Il était en salle d'attente. Il est là. Et son micro est désactivé. Alors, comment se fait-il? Bon. Monsieur Belaïch, vous nous entendez? Non, votre micro est fermé là. Il nous entend. Bon. Ouais, je le revois. Mais... Monsieur Belaïch, si vous utilisez la communication, le dialogue, le chat, là,
Est-ce que vous pouvez nous envoyer, parce que là, on ne vous entend pas, est-ce que vous pouvez nous envoyer peut-être les autres propositions que vous aviez à faire en quelques mots? On sera vos voix. Ah, j'ai l'impression que Allô? Ah, voilà, ça fonctionne. ça y est. Ah bah. Bon, alors, donc, l'ARS, ben, au revoir à l'ARS. Donc, dire au revoir à l'ARS. Communication entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, avec des réseaux de soins beaucoup plus soutenus et plus intéressants pour que tout le monde y trouve son compte. Et pas que les médecins, les paramédicaux aussi, je pense aussi, de villes parfois se retrouvent seuls, confrontés à des malades, alors que pourraient trouver un hôpital. Je pense que ça pourrait être intéressant pour elles aussi. Mais il faudrait qu'elle se dégage du temps parce que c'est pas facile aussi pour elles dans la médecine, dans les infirmières de ville. Et puis retrouver du temps, comme vous dites, dans chaque service pour pouvoir dégager du temps entre nous, entre médecins, infirmières, pour pouvoir faire des staffs ou faire des cours ou faire de la médecine autour du malade. Voilà. C'est l'espoir. Merci. Nous avons tout entendu, c'est parfait. D'accord. Merci à vous. Éléonore, tu veux conclure on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous remercie de votre participation et merci Éléonore, Karine, Oui. pour cette co-animation. Merci Monsieur Belaïch pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci. Je Merci vous souhaite beaucoup. une bonne continuation et on vous invite bien sûr au Et à bientôt alors hein, pour la Ségur. ouais, Vous serez là? dimanche. Oui. Bon, et ben, ce sera un pense plaisir être là, de oui. vous rencontrer alors. Et d'échanger. Éléonore vous D'accord. salue. À bientôt. Éléonore vous salue, elle n'a plus de micro. À bientôt. Bonne soirée. D'accord. Merci Bonne soirée à beaucoup. tous. Au revoir. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.